deuxième symétrie discrète qu'on va couvrir est la conjugaison de charge, ou C. C'est une symétrie une transformation en fait, qui change particules en antiparticules, donc il échange les deux. La définition, on va commencer par la donner pour le champ de Dirac et le champ électromagnétique. Et bon, cette définition sera justifiée par les effets qu'elle a sur l'équation de Dirac, comme nous allons le voir. Alors, donc l'effet de cette transformation sur le champ de Dirac est de transformer le champ psi en un champ psi C, c'est pour conjuguer, qui est défini de cette manière. Donc, on a ici une conjugaison complexe du champ de Dirac qui est prise et qui est ensuite multipliée par la matrice gamma 2, ensuite par I et par un nombre qui est plus ou moins 1, qui est en fait une espèce de valeur intrinsèque pour chaque particule qui peut changer d'une particule à l'autre. On peut aussi l'écrire de la manière suivante, donc état C fois une matrice C ici, qui est en fait I gamma 2 fois gamma 0, alors qu'on aurait ici la transposée de psi bar, sachant que psi bar est égal à psi dag fois gamma 0 et que psi dag, bien sûr, c'est la transposée du conjugué complexe, eh bien, on a cette équivalence entre les deux formes. Donc ça, c'est l'effet tel qu'il est défini sur un champ de Dirac. Sur le champ électromagnétique, l'effet est beaucoup plus simple. Il s'agit de changer le signe. Donc le champ électromagnétique conjugué correspond à l'opposé du champ électromagnétique. Comment peut-on comprendre cette transformation ici? Eh bien, le champ électromagnétique se couple directement à la charge. Donc, charge fois densité de courant. Donc, si on change particule en antiparticule, on change le signe de la charge. Et donc, pour que l'interaction reste invariante, il faudrait logiquement que le champ électromagnétique change de signe. Donc, voyons voir comment l'équation de Dirac est invariante lorsqu'on procède à ces deux transformations. On commence par prendre le conjugué complexe de l'équation de Dirac. Donc, j'ai ici l'équation de Dirac en conjugué complexe. Alors, si on se remémore la forme de l'équation de Dirac, alors retournons un peu en arrière. On a cette forme ici. Là, je vais prendre le conjugué complexe. Ça va me mettre un moins i et changer les psi en psi conjugué. Donc, c'est ce que je fais ici. Ensuite, je prends cette relation, qui est encore égale à 0, bien sûr, et je la multiplie par gamma carré. Pas gamma carré, qu'est-ce que je dis? Gamma 2, donc la deuxième matrice de Dirac. Et je me sers aussi du fait que gamma carré au carré est égal à moins 1 pour changer le signe complètement ici, insérer un gamma 2 au carré, pardon, ici, donc les deux combinés ensemble ne changent rien, et je multiplie par gamma 2 à partir de la gauche, bien sûr ça passe au travers de ces quantités-là, et dans le deuxième terme, j'aurai aussi un gamma 2 ici. Bon. Ensuite, donc je continue les transformations, je me sers du fait que lorsque je mets gamma mu conjugué entre 2 gamma 2, j'obtiens gamma mu tout simplement. Pourquoi est-ce vrai? Parce que dans le cas des matrices d'indices 0, 1 et 3, donc les matrices gamma 0, 1, 3 sont des matrices réelles, alors que la matrice gamma 2 est une matrice purement imaginaire. Donc si mu est égal à 2, alors gamma 2 conjugué c'est moins gamma 2, gamma 2 au carré donne moins 1, donc j'aurai 2 signes moins, j'aurai simplement gamma 2. Ça marche. Dans le cas où j'aurai 0, 1 et 3, à ce moment-là, le conjugué serait simplement le même, d'accord? Et par contre, gamma 2 anticommute. Donc je pourrais le ramener ici en anticommutant, ce qui me donnerait un signe moins. Et j'aurai ici gamma 2 au carré qui est aussi moins 1. Donc j'aurai 2 signes moins, ce qui me donne un signe plus. Donc dans les deux cas, quelle que soit la valeur de mu, j'ai bel et bien cette relation. Et donc je pourrais maintenant, à partir de cette expression, simplement écrire gamma mu. Okay. Bon. Ensuite, simplement je remarque que le gamma 2 fois gamma conjugué ici
est proportionnel à psi c. Même chose ici, n'est-ce pas? Autrement dit, j'ai ça ici, et bien sûr, je fais fi de ce facteur qui, de toute façon, est présent dans chacun des termes de l'équation de Dirac, donc il s'annule. Donc, j'aurais psi c ici, et j'aurais, si je voulais enfin remplacer A mu par A mu c, je devrais changer le signe devant, et donc je retrouverai ceci. Et ça, c'est précisément l'équation de Dirac que j'avais au début, n'est-ce pas? Donc, ça montre que l'équation de Dirac est invariante, inchangée lorsque je procède à cette double transformation, lorsque je remplace psi par psi c et A par AC. Je pourrais aussi calculer l'effet de cette transformation sur les spineurs de base. Ce serait un peu plus concluant pour nous convaincre qu'on transforme particules en antiparticules. Donc, je ne ferai pas le détail. On peut simplement vérifier que lorsque j'applique justement I, en supposant que état C est égal à 1, si vous voulez, I gamma 2 fois le conjugué complexe. Je fais ça, j'applique cette transformation sur chacun des spineurs de base de Dirac et j'obtiens que le conjugué de UP1 est égal à VP1. Et VP1, c'est l'un de ces spineurs de base qui décrit les antiparticules. Et donc, j'aurais UP2 devient moins VP2, le signe n'est pas très important. VP1 donne U1 et VP2 conjugué donne moins UP2. Donc, ça fortifie un peu l'interprétation de cette transformation comme étant une transformation qui change particule en antiparticule. Dans l'espace de Hilbert, bien sûr, cette transformation serait associée à un certain opérateur, disons un opérateur qu'on appelle C, et lorsqu'on fait la transformation sur, par exemple, l'opérateur d'annihilation des particules, on obtiendrait ici l'opérateur d'annihilation des antiparticules avec un signe selon que S est égal à 1 ou 2, qui n'est pas le même, parce que ici, bien sûr, on a un signe qui change selon que S est égal à 1 ou 2. Et donc, cette transformation des spineurs de base doit se refléter dans une transformation des opérateurs de création et d'annihilation, donc une transformation dans l'espace de Hilbert. Et donc, dans ce cas-là, on peut simplement, pour vérifier, effectuer la transformation sur le développement en mode. Donc, je fais deux trucs en parallèle ici. La transformation sur le développement en mode, en respectant ces définitions-là, eh bien, la transformation C va s'effectuer sur les opérateurs, ici. Et lorsque je l'effectue, j'obtiens bel et bien ça ici avec ici un D qui multiplie cette fois un U et un C d'angle qui multiplie un V. De l'autre côté, si je considère psi C, j'obtiens simplement ce qui s'applique sur les spineurs. Donc, j'aurai simplement le I gamma 2 qui s'applique sur le spinner U et le I gamma 2 qui s'applique sur le spinner V conjugué. Et si je me sers de ces relations, que je n'ai pas démontrées, mais en fait qu'on peut vérifier facilement, on obtient ceci. C'est-à-dire essentiellement la même chose qu'ici. D'accord? Donc, ce que ça démontre ici, c'est que le spinner conjugué peut être vu aussi comme une opération dans l'espace de Hilbert qui s'applique sur l'opérateur psi. Un dernier détail qui sera utile un peu plus tard, lorsqu'on applique cette transformation sur donc cette matrice C, qui est la matrice qu'on a définie ici, lorsqu'on applique cette matrice donc sur gamma mu tilde, alors le tilde veut dire qu'on change le signe des parties spatiales seulement, on obtient moins gamma mu. Et cette propriété est indépendante de la représentation des matrices de Dirac, alors que la forme précise qui est donnée ici, elle dépend de la représentation des matrices de Dirac. En fait, elle est valable dans la représentation de Dirac, par exemple, mais pas dans la représentation chirale, où elle serait différente. L'une des conséquences de cette définition de l'opération C, c'est cette relation d'anticommutation avec la parité pour les spineurs de Dirac. En effet, les spineurs, donc l'opération de parité sur un spinner
est définie à l'aide de la matrice gamma 0. Donc je reviens en arrière un petit peu et on a cette définition de la transformation de parité ou d'inversion d'espace qui fait intervenir gamma 0. Par contre, la conjugaison de charge fait intervenir gamma 2. Et gamma 2 et gamma 0 sont des matrices qui anticommutent entre elles. Et donc, les deux opérations agissant sur un spinner de Dirac vont aussi anticommuter. Ce qui veut dire, au fond, si on l'écrit différemment, c'est-à-dire comme ça, que la parité d'une antiparticule, enfin, en tant que valeur propre, la parité d'une antiparticule serait l'opposé de celle de la particule. Donc, ça va revenir un peu plus tard. Le photon. Donc, le photon, dis-je, est un état propre de l'opérateur C, parce que le champ électromagnétique change de signe lorsqu'on applique la transformation C. C'est donc que lorsque j'applique l'opérateur C dans l'espace de Hilbert sur un état, un photon, ben j'aurai un signe, -1 qui apparaîtrait. Autrement dit, les opérateurs de création et d'annihilation des photons vont changer de signe lorsque je fais une conjugaison de charge, et ça va changer le signe des états qui comportent un photon ou un nombre impair de photons. Quelle est la conséquence de ça physiquement? Eh bien, ça voudrait dire que le processus suivant où un photon pourrait se convertir en 2 photons serait interdit. Donc, un processus comme celui-là n'est pas interdit pour des raisons cinématiques, c'est-à-dire que je pourrais avoir un processus où un photon d'une certaine énergie se divise en 2 photons qui ont chacun la moitié de l'énergie du photon initial et la moitié de la quantité de mouvement. Il n'y a rien qui est interdit. Cette espèce de processus qui est un peu curieux parce qu'il faut que les 2 photons produits se propagent exactement dans la même direction que le photon initial. Mais ce processus serait fondamentalement interdit par la symétrie C parce que l'état initial aurait un nombre impair de photons et l'état initial aurait un nombre pair. Si vous voulez, ça correspond à ce diagramme. On pourrait imaginer un diagramme de Feynman qui établit ce processus. J'aurais donc un photon incident, j'aurais une espèce de boucle, une boucle de fermions chargés qui fait un tour comme ça, et avec 3 vertex comme ceci, en émettant 2 photons dans l'état final. Mais ce processus est donc interdit par la conjugaison, la conservation de C. Enfin, si le hamiltonien conserve C, mais on a vu que l'équation de Dirac dans un champ électromagnétique est préservée par cette transformation. C'est donc l'électrodynamique quantique est préservée. Et donc, ce processus est interdit. Un champ scalaire complexe aussi serait susceptible à être transformé de cette manière en échangeant particules et antiparticules. Dans ce cas-ci, la transformation est particulièrement simple. Il suffit simplement de prendre le conjugué complexe. Donc, en fait, la signature presque constante de l'opération de conjugaison de charge, c'est que le champ sur lequel elle s'applique est conjugué complexe. Exemple. Donc, quelles sont les conséquences de ça sur la désintégration du pion neutre? Donc, le pion neutre, c'est un état qu'on sait être constitué d'un quark et d'un antiquark. Donc, en fait, un quark U et un anti-U, ou un quark D et un anti-D, c'est pas trop important lequel. En fait, ça peut être une combinaison des deux. Donc, on va supposer que c'est un quark et son antiquark qui sont liés dans un état singulier de spin. C'est donc qu'on pourrait considérer l'état d'un pion neutre comme étant une combinaison comme celle-ci, où j'ai le spin-up du quark lié au spin-down de l'antiquark, moins le spin-down du quark et le spin-up de l'antiquark. C'est un singulet. C'est pour ça qu'on a un signe moins ici. Donc, l'opération de conjugaison de charge, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va échanger le quark de spin S avec l'antiquark de même spin. Elle change quark et antiquark. Donc, si on applique l'opérateur C sur π0, on va retrouver cet état ici, où la seule chose qui a changé, c'est que j'ai changé les barres de place. Donc, j'ai Q bar up ici au lieu de Q up. Bon.
C'est un état ici à 2 fermions, donc si j'échange l'ordre des particules dans l'état, je vais obtenir un signe- nécessairement. Donc je pourrais retrouver l'état original si je ne mettais les particules dans le même ordre qu'avant. Donc j'échange ces deux particules, donc j'aurai Q down, Q bar up, avec un signe moins maintenant, parce que j'ai fait cet échange, et donc ça me donnerait exactement ce que j'avais ici. Et même chose ici, si j'échange les deux particules, j'ai un signe moins et j'obtiens exactement ce que j'avais là. Autrement dit, je retrouve l'état original. C'est donc l'opération de conjugaison de charge n'affecte pas π0. π0 est un état propre de l'opérateur C avec une valeur propre plus 1. Donc, si l'état maintenant se désintègre, le produit de la désintégration doit aussi avoir cette même valeur propre, si bien sûr la désintégration se fait via une interaction qui respecte cette symétrie, donc par exemple l'électrodynamique quantique. Donc qu'est-ce qui se peut? Alors on pourrait avoir par exemple un photon, d'accord? Donc les deux quarks annihilés produisent un photon. Bon, ce processus est impossible du point de vue de la conservation de l'énergie impulsion. Parce que si on se place dans le référentiel du centre de masse, il faudrait que le photon ait une quantité de mouvement nulle, donc une énergie nulle, ce qui est impossible, puisqu'on a déjà une particule qui a une certaine énergie qui se désintègre. Donc, du point de vue cinématique, c'est impossible. Mais ce n'est pas la seule raison. Une autre raison, c'est que, bien sûr, le photon seul a une valeur propre de C qui est égale à moins 1. Donc, ça interdit le processus qui, de toute façon, est interdit par des raisons cinématiques, mais cette règle d'interdiction vaut pour les photons virtuels aussi bien que pour les photons réels. Donc, il ne peut pas y avoir un photon réel qui sorte de l'annihilation des deux quarks dans le π0, mais il pourrait y avoir un photon virtuel, ce n'est pas interdit cinématiquement, et ce photon virtuel pourrait donner, par exemple, un électron et un positron. Donc, on pourrait avoir un processus dans lequel le pion neutre se désintègre en une paire électron-positron via un photon virtuel. Et ce processus également, donc c'est ce processus que j'indique ici, ce processus aussi est interdit parce que justement le photon virtuel aurait C égale moins 1, ce qui est impossible parce que le pion neutre a C égale plus 1. Donc ce que ça dit, c'est que ce processus est interdit par la conservation de la conjugaison de charge. Par contre, un processus où le pion se désintègre en deux photons ne pose pas de problème, parce que justement, les deux photons auraient chacun C égale moins 1, donc ensemble, ils ont C égale à 1. C'est un nombre quantique multiplicatif. Et donc, ça conserve la conjugaison de charge et on vérifie que en fait, ce processus de désintégration correspond à 98,8% des désintégrations du pion neutre en deux photons. Alors que le rapport d'embranchement, donc pour ce processus qu'on a dit interdit, il n'est pas nul, mais il est très petit. Il est 6 par 10 à la moins 8. Et donc, s'il n'est pas nul, c'est qu'il s'effectue dans ce cas-ci via une interaction qui ne respecte pas cette symétrie C. Cette interaction n'est pas l'électrodynamique quantique. Il s'agit en fait d'une interaction, enfin c'est l'interaction faible qui viole mais très légèrement cette symétrie C, comme on verra un peu plus tard. Voilà. Donc, prochaine étape, l'inversion du temps.